Imaginez-vous assis dans un avion à 6400 mètres d'altitude, en train de prendre votre petit déjeuner, impatient de fêter Noël en famille. Et puis, en quelques secondes, l'avion se disloque autour de vous. Vous tombez, seul, attaché à votre siège, à 3000 mètres au-dessus de la jungle amazonienne. Personne ne viendra vous secourir. Voici l'histoire de Juliane Köpke, 17 ans, et comment elle a survécu à l'impossible. Le 24 décembre 1971, le vol 508 de Las Vegas Airlines décolla de Lima, capitale du Pérou, en Amérique du Sud. L'avion survolait la forêt amazonienne en direction de Pucallpa avec 86 passagers à bord. Le vol se déroula dans un calme plat pendant une demi-heure. Tous les passagers prenaient leur petit déjeuner tranquillement. Les pilotes discutaient et parlaient de leur famille. Tous les passagers étaient ravis de ce voyage, car le lendemain était Noël. Chacun avait hâte de revoir ses proches. Mais alors que l'avion s'apprêtait à atterrir, de sombres nuages s'amoncelèrent. Soudain, un terrible orage éclata. Les pilotes décidèrent de ne pas tenter de l'éviter et foncèrent droit dedans. En quelques minutes, l'obscurité tomba. La foudre frappa le ciel. L'avion se mit à trembler violemment sous l'effet de l'urgence. Les turbulences devinrent si intenses que les bagages des passagers, rangés dans les compartiments supérieurs, tombèrent sur eux. La panique gagna tous les passagers. Cela continue pendant les 20 minutes suivantes, puis soudain, à 6400 mètres d'altitude, la foudre frappe l'avion. Elle frappe l'aile droite, provoquant un incendie. En quelques secondes, l'aile droite se détache et une partie de l'aile gauche se détache également. À seulement 15 minutes de l'atterrissage à Pucallpa, à environ 3000 mètres d'altitude, l'avion commence à se disloquer. Les contrôleurs aériens au sol, qui suivent l'appareil, voient soudain le point sur leur radar disparaître. Certains espèrent un atterrissage d'urgence, mais il devient vite évident que l'avion s'est écrasé. La plus grande opération de recherche de l'histoire du Pérou est alors lancée. Quelques jours plus tard, lorsque les secouristes arrivent sur le lieu du crash au cœur de la forêt amazonienne, ils découvrent l'épave éparpillée. Les bagages des passagers sont accrochés aux arbres, des valises sont ouvertes en deux et les cadeaux de Noël des passagers pendent aux arbres comme un sapin décoré. Les recherches se poursuivent partout. Les opérations de sauvetage se poursuivent pendant des jours et lorsqu'aucun survivant n'est retrouvé, on présume que tous les passagers à bord sont morts. Qui peut survivre à une chute de 3000 mètres? Mais ce n'était pas le cas. Personne ne s'en doutait encore. Pourtant, une passagère a survécu. Dans l'épaisse jungle amazonienne, à des kilomètres de toute habitation, une jeune fille de 17 ans était encore en vie. Cette chanceuse s'appelait Juliane Köpke, un véritable miracle. Le problème, c'est qu'elle gisait seule, blessée, au sol, dans la jungle amazonienne. Personne ne la retrouverait car l'équipe de secours avait interrompu les recherches. Sa famille et tous les autres la croyaient morte, comme les autres passagers. Juliane était à bord de ce vol avec sa mère, Maria. Elle souhaitait se rendre au centre de recherche biologique Penguina, en Amazonie. Ce centre avait été fondé par les parents de Juliane, tous deux zoologistes. Elles comptaient y passer Noël ensemble. Ils avaient initialement prévu de rentrer chez eux quelques jours plus tôt, mais Juliane dut prendre un vol de dernière minute à cause de son bal de promo et de sa fête de remise de diplôme. Toutes les autres compagnies aériennes fiables affichaient complet en raison des fêtes de Noël. Désormais, leur seule option était LANSA Airlines. À l'époque, la compagnie avait une très mauvaise réputation. La situation était si critique que plusieurs de ces avions s'étaient écrasés ces dernières années. L'avion en question était le dernier de LANSA. Il s'agissait d'un Lockheed L-188 Electra, un avion à turbopropulseur. Conçu pour voler au-dessus des déserts, ses ailes, moins flexibles que celles des autres avions et très étroitement fixées au fuselage, ne supportaient pas les turbulences. L'avion survolait la cordillère des Andes.
Lorsque la foudre frappa l'appareil, Juliane était assise au siège 19F, avant-dernière rangée, côté hublot. Le siège se brisa et la sépara de l'avion. Grâce à sa ceinture de sécurité, elle resta attachée et commença à chuter d'une altitude de 3000 mètres. Ce qui s'est passé ensuite est un événement horrible. C'était, à bien des égards, un incroyable miracle dans l'histoire de l'humanité. Juliane commença à tomber dans les airs avec son siège. Par-dessus le bruit et les cris de l'avion, elle n'entendait que le sifflement de l'air. La pression de la ceinture de sécurité était si forte sur son ventre qu'elle avait du mal à respirer. En contrebas s'étendait l'épaisse jungle amazonienne. Les arbres étaient en si denses que le sol était invisible, et le paysage ressemblait à un champ de brocolis. Dans sa chute, Juliane perdit connaissance. À son réveil, elle se retrouva allongée dans la forêt. C'était le 25 décembre, le matin de Noël. Il avait plu toute la nuit, ses vêtements étaient donc trempés et couverts de boue, et Juliane était restée inconsciente toute la nuit. Après avoir repris conscience, elle essaya de se lever à plusieurs reprises, mais s'évanouissait aussitôt de nouveau. Après plusieurs tentatives, elle parvint enfin à se relever. Une fois debout, elle constata que sa clavicule était tordue. Son genou était gravement foulé et elle avait des contusions à l'épaule droite et au mollet gauche. De plus, un de ses yeux était complètement aveugle et l'autre à peine visible. Juliane avait déjà une mauvaise vue et portait des lunettes, mais celles-ci étaient tombées et perdues. Il lui manquait aussi une sandale, ainsi qu'une de ses blessures. Juliane avait eu de la chance. La nature avait simplement décidé de lui sauver la vie. On peut le deviner, car aucun des autres passagers de l'avion n'a survécu. Mais le véritable danger pour Juliane ne faisait que commencer. Elle était complètement seule dans l'épaisse jungle amazonienne. Elle essayait d'appeler sa mère en agitant les bras et les jambes. Mais en vain. Dans la jungle, il n'y avait que des grenouilles, des insectes et des oiseaux. Heureusement, Juliane connaissait bien cette jungle amazonienne. Ce n'était pas une citadine ordinaire. Elle avait passé 3 ans de sa vie à la station de recherche sur les manchots avec ses parents zoologistes. Elle savait quels animaux étaient venimeux dans la forêt, quelles plantes étaient dangereuses et comment réagir face à une situation difficile. Elle savait que dans un tel état, même avec de telles blessures, elle ne devait pas paniquer, mais réfléchir. Après quelques heures de repos, l'état de Juliane s'améliore au point qu'elle peut marcher correctement. Elle commence par chercher sa mère et les autres voyageurs. Elle appelle « Où êtes-vous » mais personne ne répond. Elle comprend qu'elle est seule. Désormais, elle devra se débrouiller seule. 2 besoins sont vitaux pour sa survie, de l'eau et de la nourriture. Elle fait preuve de sang-froid. Elle étanche sa soif en léchant les gouttelettes d'eau qui perlent sur les feuilles. Ensuite, elle se met à chercher de la nourriture autour d'elle. Beaucoup de gens pensent à tort qu'il y a de quoi se nourrir dans une forêt tropicale aussi dense. Mais c'est faux. La forêt amazonienne est si dense que la lumière du soleil n'atteint pas le sol. Par conséquent, peu de choses y poussent. Les fruits des palmiers ne poussent qu'à 20 mètres de hauteur. Or, pour les atteindre, il faut grimper aux arbres, ce qui peut être très dangereux. Juliane aperçoit d'abord des champignons, mais elle soupçonne qu'ils soient vénéneux et n'y touche pas. Elle trouve ensuite une boîte de gâteaux aux fruits italiens tombés d'un avion. Malheureusement, la pluie ayant arrosé la région toute la nuit, il ne reste plus rien à manger. Un peu plus loin, elle découvre un paquet de bonbons, lui aussi tombé d'un avion. Il ne contient que 30 bonbons. Elle se demande combien de temps elle pourra survivre avec seulement ces friandises. Elle décide donc de n'en manger que quelques-uns chaque jour. La décision suivante s'annonce difficile. Juliane sait que pour survivre, elle doit continuer à avancer jusqu'à apercevoir un village, mais elle ne sait pas quelle direction prendre. Elle erre sur le lieu du crash pendant des heures. Soudain, elle entend le bruit d'une cascade. En tendant l'oreille, Juliane aperçoit un petit ruisseau qui jaillit du sol entre les buissons. C'est une lueur d'espoir.
Son père lui avait appris que si jamais elle se perdait dans la forêt, elle devait trouver un cours d'eau et le suivre. Un petit truc permet de trouver un ruisseau. Ce ruisseau deviendrait un petit cours d'eau. Ce petit cours d'eau deviendrait un grand fleuve, et si tu continues d'avancer lentement, tu apercevrais bientôt un village sur la rive. C'était la seule stratégie dont disposait Juliane, alors elle suivit l'eau. Dans la jungle terrifiante de l'Amazonie, peuplée de crocodiles de plus de 2 mètres, de serpents venimeux, d'araignées et de toutes sortes d'animaux dangereux, cette jeune fille de 17 ans se retrouva seule. Elle ignorait où elle irait et qui elle rencontrerait. Tout ce qu'elle savait, c'était suivre l'eau. Suivre l'eau semble facile, mais l'eau ne coule pas toujours dans la bonne direction. Des arbres tombés apparaissent souvent, des buissons épais et des rochers glissants jalonnent le chemin. La forêt était si dense qu'elle ne pouvait avancer qu'en se frayant un chemin à travers les buissons. À cause de tout cela, elle ne pouvait guère progresser lorsque la nuit commença à tomber. Elle sentait le soir approcher et elle était maintenant confrontée à son plus grand défi. Survivre à la nuit dans cette forêt dense. La nuit, n'importe quel animal sauvage pouvait facilement attaquer. Juliane savait que dans une telle situation, elle devait dormir dans un endroit sûr, adossée à un arbre ou à un gros rocher pour qu'aucun animal ne puisse l'attaquer par derrière. Son père lui avait aussi appris à faire du feu en frottant des pierres et des brindilles, mais malheureusement, il pleuvait des cordes cette nuit-là. Tout était trempé et faire du feu était impossible. Épuisée et blessée, elle sombra dans un profond sommeil. Heureusement, elle avait dormi dans un endroit relativement sûr. À son réveil le lendemain, elle était complètement exténuée, mais elle savait que pour survivre, elle devait continuer. Elle n'avait même pas ses lunettes et sa vue était donc très mauvaise. Elle ne pouvait pas prendre de raccourci, elle devait persévérer. En chemin, elle aperçut une araignée très dangereuse, la mygale Goliath, la plus grande araignée du monde. Elle est si grosse qu'elle peut manger même de petits oiseaux, mais Juliane savait qu'il valait mieux garder ses distances avec une telle créature. Toute la journée, elle longea lentement le rivage, sans rien trouver de nouveau à manger. Le 3e jour, Juliane découvrit le premier débris de l'avion qui s'était écrasé. C'était une turbine, dont un côté était complètement noirci. Elle entendait encore le bruit des avions de secours plusieurs fois par jour, mais elle était impuissante. Il n'y avait aucun moyen de les prévenir. Elle se remit à longer le rivage. Et ainsi, mes amis, les jours passèrent. Elle n'avait plus rien à manger. Elle perdait la notion du temps. Elle ne savait plus quelle heure il était. Elle ne savait plus quel jour on était. Tous les jours se ressemblaient, toutes les nuits aussi. Elle était si faible mentalement qu'elle ne se souvenait même plus du jour en errant dans la forêt. Tout ce qu'elle pouvait espérer, c'était se laisser porter par le courant. Lentement, le petit ruisseau se transforma en un grand fleuve, puis le grand fleuve en un petit ruisseau. Mais au bout d'un moment, sa faim était devenue insupportable. Elle n'avait plus de bonbons. Elle songea à manger l'intérieur du tronc du palmier, mais elle n'avait ni couteau ni arme tranchante. Elle n'avait rien pour pêcher, ni de quoi faire bouillir les racines. Au lieu de manger, elle décida de boire l'eau de la rivière. Les minéraux qu'elle contenait la rassasièrent un instant, mais la faim revenait aussitôt. Peu à peu, elle s'affaiblit et se sentit désespérée. Elle ignorait combien de temps elle pourrait survivre ainsi dans la forêt. Le 6e jour, Juliane entendit le chant d'un oiseau. À ce chant, elle ressentit soudain un regain d'énergie. Elle accéléra le pas. C'était en fait le chant d'un oiseau-guitare qu'elle avait déjà entendu. Elle savait que cet oiseau nichait près d'une étendue d'eau libre, non loin d'un grand fleuve. Cela signifiait qu'un grand fleuve était maintenant tout proche, et en faisant quelques pas de plus, elle vit que son cours d'eau se jetait dans un autre.
Mais il était très difficile d'atteindre la rive de ce grand fleuve, car son embouchure était obstruée par des morceaux de bois et d'épais buissons, empêchant Juliane de traverser. Elle fit donc demi-tour, s'enfonça dans la forêt et franchit l'obstacle. Il lui fallut plusieurs heures, mais elle atteignit enfin une grande rivière d'une dizaine de mètres de large. Après avoir marché pendant tant de jours dans la forêt, Juliane aperçut pour la première fois un ciel clair et dégagé, mais toujours personne en vue. Pendant longtemps, elle avait entendu les bruits des avions de secours, mais ils semblaient venir de très loin. Au bout d'une demi-heure environ, un avion passa tout près. Il la survola. Juliane était folle de joie. Pleine d'espoir, elle regarda l'avion et se mit à agiter les bras et à crier, mais en vain. Malheureusement, le pilote ne la vit pas et l'avion poursuivit sa route. Juliane resta assise là, espérant qu'un autre avion ferait demi-tour pour qu'elle puisse crier à nouveau. Mais aucun autre avion ne vint, et elle entendait toujours les avions de secours au loin. Au bout de quelques heures, elle ne les entendit plus jamais. Juliane comprit que cela signifiait que les recherches avaient été abandonnées. Une fois de plus, le courage de Juliane commença à faiblir. Son objectif était d'atteindre la rivière, mais lorsqu'elle atteignit la rivière, elle prit conscience de sa solitude. Cette forêt s'étendait sur des milliers de kilomètres, déserte. Personne ne viendrait la secourir. Elle commença à penser que ses chances de survie étaient nulles. Elle était sur le point d'abandonner lorsqu'elle se souvint des paroles de son père. « Là où il y a une rivière, il y a des gens. » Juliane se donna du courage en se répétant que si elle continuait à longer la rivière, un jour elle les atteindrait. Alors, forte de ce dernier espoir, elle poursuivit son chemin. Les jours passèrent, mais chaque jour qui passait, son état empirait. Les plaies à ses mains commencèrent à suinter du pus. Elle craignait que la plaie ne s'infecte et qu'elle doive être amputée du bras. De plus, elle remarqua que la peau du haut de son dos était gravement brûlée. Elle se détachait lentement et saignait. Elle ne pouvait rien faire contre ces problèmes. Alors elle fit ce qu'il y avait de mieux à faire, continuer à marcher le long de la rive. Au bout d'un moment, elle réalisa qu'au lieu de longer lentement la rive, pourquoi ne pas se jeter à l'eau et nager? Elle sauta donc dans la rivière et se laissa porter par le courant. Après avoir nagé pendant des heures, elle aperçut le toit d'une maison et, peu après, entendit le chant d'un coq. Mais rien de tout cela n'était vrai, mes amis. En réalité, elle était victime d'hallucinations. Dès que la nuit tombait, elle sortait de la rivière pour se mettre à l'abri, puis, dès le lendemain matin, elle replongeait. Elle fit ainsi pendant les jours suivants, non sans risque. Un jour, alors qu'elle atteignait la rive et qu'elle était allongée, un gros crocodile l'attaqua soudainement. Là, une fois de plus, la connaissance de la jungle de Juliane s'avéra précieuse. Elle savait que ce type de crocodile n'attaquait pas dans l'eau. Elle plongea aussitôt et se laissa porter par le courant. À force de nager ainsi pendant plusieurs jours, l'eau froide l'affaiblissait encore davantage. La nourriture restait un problème majeur. Elle essaie d'attraper des grenouilles, mais elle est trop faible pour en attraper une seule. En longeant la rive, elle croise divers animaux, dont des cerfs, ce qui n'est pas bon signe. Juliane savait que ces animaux ne s'approchaient pas des habitations humaines. Au 10e jour, elle a presque perdu courage. Juliane n'a plus aucune raison de se donner du courage. Elle est persuadée qu'elle ne survivra pas. Une autre journée s'écoule à nager dans la rivière. Le soleil se couche. La nuit commence à tomber. Soudain, elle aperçoit quelque chose, sort de l'eau et s'allonge sur le sable de la rive. Un grand bateau se dresse devant elle. Était-ce encore une illusion? Elle n'arrive pas à y croire. Se frottant les yeux, elle regarde à nouveau. Le bateau est toujours là. Elle se frotte les yeux 3 fois. À chaque fois, le bateau semble identique. Naguant un peu plus loin, elle s'approche. Elle le touche. C'est seulement à ce moment-là qu'elle est sûre qu'il s'agit bien d'un bateau.
Devant elle, elle aperçoit un petit sentier qui monte. Rassemblant ses dernières forces, Juliane entreprend l'ascension du sentier. Une cabane se dresse au sommet. Dès qu'elle atteint la cabane et regarde à l'intérieur, elle ne voit personne. En effet, il n'y a personne, mais il y a bel et bien un réservoir d'essence à l'intérieur. Juliane prend de l'essence à l'aide d'un petit tuyau et la verse directement sur la plaie à sa main pour déloger les asticots. La douleur est intense, car les asticots tentent de s'enfouir plus profondément dans son corps pour échapper à l'essence. Juliane décida de rester dans la hutte et d'attendre que quelqu'un vienne. La nuit tomba. Le lendemain matin, personne ne vint. Elle se demanda si elle devait persévérer, mais elle n'avait plus la force. Le jour suivant, elle était assise là, déçue et épuisée. Mais ce soir-là, alors que l'obscurité commençait à s'installer, elle entendit des voix. Ces voix humaines la firent sursauter, puis elle aperçut 3 personnes sortant de la forêt. Elles reculèrent d'effroi en voyant Julien. Une jeune fille à la peau claire, vêtue de haillons, les yeux gonflés et le corps couvert de blessures. Elles se demandèrent si elle était un démon. Juliane rassembla tout son courage pour parler. Elle dit en espagnol: « Je suis une survivante du crash d'avion au Sri Lanka. Je m'appelle Juliane. » Incrédule, ils lui expliquèrent que tous les passagers avaient péri dans le crash, dont ils avaient entendu parler aux informations. Si elle avait réellement survécu, cela signifiait qu'elle était la seule survivante. Ces mots brisèrent le cœur de Juliane. Il comprit que cela signifiait que sa mère était également décédée. Tout au long du voyage, il avait gardé l'espoir qu'elle soit encore en vie, ce qui avait été une source de réconfort. Mais à présent, il était extrêmement difficile pour Julien d'accepter la réalité. Sa mère n'était plus là. Ce fut un véritable miracle que Julien ait aperçu ces 3 hommes ce soir-là. Ils se rendaient en fait ailleurs et avaient décidé de s'arrêter à cette cabane à cause des fortes pluies. Ils donnèrent à Julien une chemise, un pantalon et un repas de semoule, une sorte de farine frite. Ils nettoyèrent également ses plaies et en retirèrent les vers. Entre-temps, 2 autres personnes étaient arrivées. Le lendemain, ils emmenèrent Julian dans un village. À la vue de Julian, les villageois furent terrifiés car tous les vaisseaux sanguins de ses yeux avaient éclaté, ce qui les rendait complètement rouges. Au village, ses plaies furent nettoyées et désinfectées. De là, Julian fut transporté par avion à Yarinacocha, où des médecins lui prodiguèrent de meilleurs soins. Quelques jours plus tard, Julian rentra chez lui, sain et sauf. Au total, elle a lutté contre la mort pendant 11 jours, survivant seule dans l'épaisse jungle amazonienne. Cette histoire incroyable a bouleversé le monde entier. C'est un véritable miracle qu'une jeune fille de 17 ans ait survécu à une chute de 3000 mètres au cœur de la jungle amazonienne. Elle a survécu seule dans cette jungle dangereuse pendant 11 jours. Juliane a quitté la jungle amazonienne, mais celle-ci ne l'a jamais quittée. Plus tard, elle a étudié la biologie à l'Université de Californie à Los Angeles et est devenue une géologue renommée. Tout comme sa mère, elle a consacré sa vie à la conservation de la jungle amazonienne et de ses animaux. Après le décès de son père en 2000, elle a pris la direction de la station de recherche sur les Manchots, la même station de recherche fondée par ses parents. Aujourd'hui, en 2025, Juliane Kopech est une zoologiste de renom. Elle a 71 ans et est toujours en vie. Dans une interview de 2010, elle a révélé avoir continué à faire des cauchemars liés à cet événement pendant plusieurs années. Elle revoyait sans cesse les personnes qui se trouvaient à bord de l'avion ce jour-là. Une question la hantait. Pourquoi moi? Pourquoi ai-je survécu et pourquoi pas les autres? La réponse réside probablement dans son courage et sa détermination. Plus tard, lorsque l'équipe d'enquête est arrivée sur le lieu du crash, elle a découvert que 14 autres personnes avaient survécu.
14 autres, encore en vie après le crash, sont décédés en attendant les secours. Mais Julian se souvenait de ses connaissances, de son courage et des leçons que ses parents lui avaient inculquées. Il les a suivies et a tracé son propre chemin. Il n'a jamais abandonné. Et c'est peut-être ce qui l'a distingué des autres. Nous devrions tous tirer une leçon de cette histoire. Quelles que soient les difficultés de notre vie, souvenons-nous de cette histoire et disons que nous n'aurons jamais à affronter les mêmes épreuves que Julien. Si une jeune fille de 17 ans a pu surmonter tant d'obstacles, alors vous aussi, vous pouvez surmonter les vôtres. Si cette vidéo vous a plu et vous a inspiré, sachez que je réalise d'autres vidéos de ce genre, inspirées de faits réels où des personnes ont miraculeusement survécu à l'adversité.